Bonjour Irène. Bonjour Christelle. Alors merci voilà, d'être disponible pour cette nouvelle vidéo voilà, qu'on fait pour Psycha. Moi je suis Christelle Brunel, je suis facilitatrice Psycha et je suis basée sur la région lyonnaise. Irène, est-ce que tu peux te présenter? Oui, je suis Irène Ménis. Je suis italienne. Je suis une instructrice de Psyche. Et je suis ravie d'être ici avec toi, Christelle, pour partager un petit peu par rapport à Psycha, Psychka, Psyche. Plusieurs façons de prononcer selon la langue. Voilà, on poursuit notre lancée de différentes vidéos et j'ai demandé à Irène aujourd'hui de nous expliquer un petit peu les fondements scientifiques de cet outil-là et j'espère que voilà, ça va vous plaire. Merci Christelle. Je suis vraiment ravie de partager par rapport à ça parce que j'ai un degré en physique, donc j'adore la partie scientifique du chose. Alors, Psyche existe depuis 35 ans et depuis, on a eu beaucoup d'occasions pour valider son efficacité au niveau scientifique. Et certainement, l'efficacité d'une méthode, on la valide grâce aux résultats réels par rapport aux attentes des clients. Mais aussi, c'est très intéressant d'examiner les validations scientifiques si et quand il y en a. Et comme j'ai dit, j'aime beaucoup la partie scientifique parce que j'ai un diplôme en physique, j'ai travaillé depuis 13 ans dans les domaines de l'exploration de l'espace et donc je suis sensible par rapport à ça. Mais avant de partager avec vous les résultats des études scientifiques par rapport à ça, j'aimerais beaucoup partager ce que la science définit approche scientifique. On dit qu'une étude est valable d'un point de vue scientifique quand, tout d'abord, les résultats sont mesurables, c'est-à-dire ils sont exprimés avec des quantités mesurables. Par exemple, au lieu de dire est grand ou est chaud, la science dit 1 mètre ou 40 degrés Celsius. Le deuxième critère pour une étude scientifique est que le sujet de l'étude soit isolé, c'est-à-dire qu'il doit être clairement défini le périmètre de l'objet observé et l'observateur. Et finalement, le troisième critère pour faire en sorte qu'une étude soit considérée scientifique est qu'elle doit être répétable. C'est-à-dire si plusieurs personnes font la même expérience, obtiennent les mêmes résultats. Alors, donc, on dit qu'une étude est scientifique si et seulement si, soit la manière de faire la mesure, soit l'objet de la mesure respecte les 3 critères dont je viens de vous parler. Alors, tout d'abord, il faut savoir que en tant qu'être humain, nous ne sommes jamais isolés parce que nous vivons toujours avec les autres, nous mangeons la nourriture, nous respirons l'air. Donc, les sujets d'observation en tant qu'être humain n'est pas vraiment scientifique, mais on peut parler d'une expérience scientifique de manière approximative. Néanmoins, c'est le mieux qu'on peut faire pour communiquer dans une manière mesurable et répétable selon les standards de la communauté scientifique. Donc, si on accepte ça, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une approximation, on peut obtenir des informations très intéressantes en regardant les études scientifiques. Donc, excuse-moi Irène, ce que autrement dit, c'est-à-dire qu'en fait, sur quelque chose de très empirique, qui ne soit pas humain, les critères sont très facilement mis en place et isolés, etc., et reproductibles ou pas.
Mais Mhm. dès lors qu'on touche à de l'humain, comme il y a beaucoup d'interactions, enfin, l'homme est en général pas isolé complètement dans une bulle privée d'oxygène, etc. Donc il y a forcément une interaction qui se fait avec l'autre d'une manière ou d'une autre, en fait, c'est ça? Exactement, exactement. Quand on parle d'être humain, chacun de nous est unique. Donc, c'est vraiment impossible d'être scientifique 100%. C'est pas répétable. Je suis différent. Chaque jour, je suis différente. Hmm. Donc, on doit savoir qu'il s'agit d'une approximation quand on parle d'être humain dans un domaine d'expérience scientifique. Mais tout à fait, c'est le mieux qu'on peut faire. Hmm. Et donc, cela dit, c'est vraiment intéressant de voir les résultats scientifiques en sachant qu'il ne s'agit pas de la vérité absolue, mais d'un exemple très puissant, tout à fait. Alors, d'ici peu, je vais vous montrer les résultats d'une étude scientifique qui a été conduite sur 125 individus il y a presque 10 ans. Et cette étude a été publiée sur de nombreuses revues dans les domaines de neurosciences, dans les domaines de la gestion d'entreprise et aussi dans la psychologie et coaching. Et on a déjà dit pendant une des interviews précédentes que chaque processus de Psyche que l'on appelle équilibration mène le partenaire à un état du cerveau unifié par rapport à l'objectif désiré. Et non seulement ça produit un état de plus grande paix intérieure et efficacité pour atteindre l'objectif désiré, mais on peut vraiment voir, visualiser ce qui se passe dans le cerveau avant et après une équilibration. Et d'ici peu, je vais vous montrer des images du cerveau avant et après une équilibration. Alors, j'ai déjà mentionné que 125 individus ont été observés et les médecins ont mesuré l'activité cérébrale, les deux côtés, les deux hémisphères du cerveau, avant et après les processus d'équilibration, qui a duré entre 5 et 10 minutes. Alors, je partage l'écran et dans l'image suivante, vous pouvez vraiment constater des changements qui se sont produits dans le cerveau d'un individu pendant l'équilibration. Alors, euh, juste un instant pour partager l'écran. Voilà. Est-ce que vous pouvez Oui, me c'est voyez bon. mon écran? Oui, c'est bon, Alors, merci Irène. OK? Alors, l'image qui vous voyez mon nom représente 8 têtes. Vous voyez les oreilles, le nez. Et chaque tête correspond à une bande de fréquences. Delta, theta, alpha, bêta. Alors, il y a deux couleurs dans l'image, le rouge et le bleu. Alors, la couleur rouge correspond, décrit l'activité cérébrale avant l'équilibration. Quand le sujet pense à la situation à laquelle il doit faire face. Il s'agit d'une situation stressante et le sujet voulait faire une équilibration pour la mieux résoudre. Alors, vous voyez bien que c'est la côté gauche, un rouge, qui est très actif. Donc, une seule partie du cerveau est accessible et disponible pour résoudre la situation. Il s'agit de la partie gauche et frontale. C'est aussi très rouge. En revanche, la côté droit est presque inactive. On parle, mon nom, seulement de la partie rouge, c'est-à-dire la partie qui a été active avant
de l'équilibration. Cela veut dire que la partie rouge est accessible avant, mais la, part, la, la chose la plus intéressante est qu'après l'équilibration, les deux parties rouges et bleues sont actives. Donc, après l'équilibration, on a la partie rouge et la partie bleue accessible. Ça veut dire que la partie rouge qui était accessible avant reste active aussi après l'équilibration, mais la partie bleue qui n'était pas accessible avant l'équilibration l'est devenue après l'équilibration. Et cela signifie plus de talents, plus de créativité, plus de ressources. Et ça est durable. Donc, pour chaque situation qui ressemble à la situation originelle, le partenaire a accès à tous les talents des deux hémisphères. Et le même résultat s'est presque produit dans 98% des cas. Il s'agit vraiment d'un pourcentage énorme d'un point de vue statistique. Ok, C'est ouais, c'est incroyable d'avoir ce support-là. Alors, je sais que c'est pas forcément évident de bien dire ce que tu nous as montré. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à finalement, avant, on avait le cerveau gauche qui était est un petit peu devant le lobe frontal disponible et qu'ensuite, on a vraiment une maximisation du potentiel du cerveau pour résoudre et trouver des solutions ou changer sa perception des choses quand on à l'évocation d'une situation qui était stressante. Donc, je trouve ça c'est fabuleux d'avoir ces images-là. Hein. Merci Irène. Et alors là, tu as donné l'exemple où c'était l'hémisphère gauche. Est-ce que on considère que c'est toujours l'hémisphère gauche? Ou non, ça dépend parce que chaque individu est vraiment unique. Donc, c'est presque impossible de prévoir quel côté est prévalent et quel côté est sous-utilisé avant de faire l'équilibration. Mais c'est toujours possible de prévoir qu'après une équilibration, le cerveau devient vraiment beaucoup plus proche à l'état du cerveau unifié, comme par exemple, j'ai une autre image que je peux partager avec vous. Il ne s'agit pas d'une étude scientifique énorme, il s'agit d'une élève. Alors, on va voir si j'arrive à changer la page. Ok, voilà. Alors, il s'agit d'une élève que, pendant un atelier, a accepté de faire partie de l'expérience. Donc, il s'agit de le cerveau d'une élève à l'atelier de base de Psyche. Alors, ici, la méthode pour visualiser le cerveau est différente. Donc, on doit interpréter la couleur dans une manière différente. Ici, la partie rouge est la partie bloquée, entre guillemets. Et par contre, la partie bleue-verte est la partie active. Donc, avant l'équilibration, c'est-à-dire l'image à gauche, il y a toute une partie du cerveau qui n'est pas accessible. C'est vraiment bloqué. C'est une partie du cerveau que l'individu n'arrive pas à utiliser quand il s'agit de faire face à la situation que nous sommes en train d'équilibrer avec Psyche. Après l'équilibration, 5 minutes, un processus de Psyche, 5 minutes environ. Après l'équilibration à droite, nous voyons vraiment que l'activité cérébrale est homogène sur du côté, c'est-à-dire que vraiment le partenaire a accès à tout son potentiel cérébral
pour faire face à la situation pour laquelle il a équilibré. C'est génial. Alors, j'ai également, un parcours scientifique comme toi et je trouve que alors c'est pas dans moi aussi, hein, c'est la chimie et la physique, moins, tout ce qui concernait en tout cas le vivant, mais je trouve que ces images, enfin moi je suis très visuelle et j'espère que les personnes qui verront la vidéo, auront voilà en tout cas bah, pour le coup une image précise de, comment ça se passe, au niveau cérébral et le fait que voilà, c'est pas que, quelque chose qui est abstrait et c'est bien concret, vraiment dans notre fonctionnement donc c'est vraiment super, merci, vraiment beaucoup du partage. J'espère que ça vous a plu. Et bah, voilà, on a hâte de vous retrouver sur, des prochaines vidéos et merci beaucoup. Au revoir Merci. Hélène.